Et si on parlait un peu du wax? Si vous vivez en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, les motifs fantaisistes et les couleurs éclatantes de ce tissu font forcément partie de votre quotidien. Que ce soit pour aller au marché, à une soirée entre potes, pour un mariage, ou même pour des campagnes électorales, le wax est devenu une pièce essentielle de la garde-robe de la plupart des Africains, et même de ses personnalités les plus célèbres. Le tissu a connu tellement de succès sur le continent qu'on ne l'appelle plus simplement wax, mais plutôt le wax africain. Mais derrière ce nom flatteur, à peine 10% du wax porté en Afrique serait produit sur le continent. Et en creusant un peu, on se rend vite compte que ce tissu tire ses origines un peu plus loin que ce qu'on croit. Faut-il donc considérer le wax comme un tissu africain, ou plutôt comme une menace pour son industrie textile? Commençons d'abord par un peu d'histoire. Ce qu'on appelle aujourd'hui wax tire en réalité ses origines bien loin de nos côtes africaines. Il est inspiré du batik, un type de tissu produit en Asie et ici en particulier, sur l'île de Java en Indonésie. Selon un procédé ancestral, les Javanais utilisent de la cire pour dessiner des motifs avant de teindre le tissu. Cette cire est ensuite enlevée à l'eau chaude, laissant apparaître les dessins, d'où le nom wax, qui veut dire cire en anglais. Et les motifs du batik ne sont pas choisis au hasard. Ils sont inspirés de l'environnement local et chacun d'entre eux a une signification dans la culture javanaise. Comme ce motif par exemple, appelé parang dans la langue locale. Elle représente leur épée de combat et a été souvent portée par les rois javanais, comme sur cette photo. Ou encore celui-là, le motif Sido Mukti. Il montre des papillons et des fleurs, tous les deux synonymes de prospérité dans la culture javanaise. Ok, vous devez être en train de vous demander, mais comment ce tissu asiatique a pu frayer son chemin jusqu'en Afrique? Pour cela, il faut remonter dans les années 1800, où les Hollandais officialisent leur domination coloniale sur toute cette région de l'Asie, qu'ils nomment alors Inde orientale néerlandaise. Une fois sur place, les Hollandais constatent l'immense popularité du batik, qui est porté par la majeure partie de la population indonésienne. Et avec l'essor de l'industrialisation dans les années 1850, ce fabricant de tissu hollandais du nom de Peter Ventener van Vlissingen flaire une opportunité économique. Il ramène quelques échantillons de batik dans son entrepôt aux Pays-Bas et parvient à mécaniser sa production qui était jusque-là entièrement faite à la main par les Javanais. Après cette réussite, il entame une production massive de wax pour l'écouler sur le marché indonésien, faisant ainsi le succès de la petite entreprise familiale P.F. van Vlissingen & Co, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Vlisco. Mais le succès de Vlisco ne dure pas longtemps en Asie. D'une part parce que la population locale préférait la qualité du batik fait main, mais surtout parce que les leaders indonésiens de l'époque ont poussé au boycott de cette production étrangère qu'ils considéraient comme une menace pour leur industrie textile, principale source de revenus de milliers d'Indonésiens. Face à cette résistance, Vlisco se met donc à chercher des débouchés ailleurs. Et oui, vous avez deviné, c'est en Afrique qu'il touche le jackpot. Après avoir constaté un bon écoulement des premiers échantillons de batik sur le continent, les Hollandais redirigent leur production vers les actuels Ghana, Togo et Nigeria, où le wax connaît un succès très rapide. D'après Anne Grousfillet, anthropologiste et auteur du livre Wax & Co, une des raisons de ce succès est le fait que les tissus traditionnels africains partagent des similitudes avec le batik indonésien. Par exemple, le Adiré des Yoruba, le Bogolan des Bamana ou encore le Kente des Ghanéens sont tous basés sur la répétition des motifs et l'utilisation des couleurs vives, comme le wax. Les Anglais flairent cette opportunité et se lancent à leur tour dans ce business lucratif à partir des années 1900. Et pour booster les ventes, ils passaient par des commerçantes africaines qui avaient déjà une bonne maîtrise des réseaux de distribution de leur région. Ces dernières se font alors des fortunes grâce à cette position centrale, à tel point qu'on les nomme les Nana Benz, à cause de leur poids économique dans l'industrie textile africaine et leur goût prononcé pour les Mercedes de luxe. Mais au-delà de ce rôle de distributeur, les Nana Benz ont surtout contribué à la popularisation du wax auprès des femmes africaines, en donnant des petits noms et des significations locales aux motifs javanais. Comme celui-là par exemple, qu'elles ont nommé « Ton pied, mon pied », et qui est porté par les femmes pour dire à leur mari « Si tu sors me tromper, hein, je te tromperai aussi ». Ou celui-là,
qui s'appelle les ongles de Madame Thérèse, qui signifie que la femme qui la porte serait prête à vous défigurer avec ses ongles si vous touchez à son mari. Ou encore le motif mari capable, qui montre des huîtres et des perles et qui est porté pour faire savoir que mon mari me satisfait financièrement et physiquement. Cette technique commerciale a été un véritable succès. Elle a permis au wax de se créer une place dans la culture populaire africaine et très vite, le tissu se répand dans la sous-région comme une traînée de poudre. Au point qu'aujourd'hui, ces motifs ne s'arrêtent plus aux vêtements. Ils touchent carrément tous les aspects de la vie des Africains. Des vaisselles à la pâtisserie, en passant par la manucure, certains en font même des tatouages. Bref, ces motifs sont devenus omniprésents dans notre vie quotidienne. Mais derrière cette forte popularité du wax sur le continent, on est encore beaucoup à la traîne sur le plan de sa production. Au début de la vague d'indépendance des années 1960, les nouveaux chefs d'État africains réalisent l'opportunité économique de l'industrie textile. Ils implémentent alors de forts tarifs douaniers pour décourager l'importation de wax et lancent des programmes d'industrialisation pour promouvoir la production locale. D'après cette étude réalisée en 1972, ces programmes connaissent un véritable succès. En seulement 10 ans, plus de 20 nouvelles usines voient le jour en Afrique francophone et créent des milliers d'emplois. Mais à la fin des années 90, la plupart de ces usines font faillite. Au Ghana par exemple, cette étude réalisée en 2006 montre qu'entre 1970 et 2002, le nombre de grandes et moyennes entreprises de textile est passé de 16 à seulement 4. Et le nombre d'emplois dans le secteur passe de 25 000 à moins de 3 000, soit une baisse de près de 90%. Alors que sur la même période, les importations ne cessaient de croître. Si l'étude mentionne l'absence de stratégie économique claire du gouvernement comme un des facteurs de ces faillites, d'après elle, la principale cause était la compétition déloyale des wax importés, qui représentait en 2005 48% des wax en vente au Ghana, soit un wax sur 2. Aujourd'hui, il est difficile d'avancer un pourcentage précis des importations de wax en Afrique. Mais d'après les estimations, la production locale compte pour moins de 10% du wax que nous portons. Autrement dit, sur 10 mètres de tissu portés en Afrique, seulement 1 mètre est produit localement. Et en Afrique de l'Ouest, la majeure partie de cette production locale est réalisée par Uniwax, GTP et Woodin, qui sont toutes les trois détenues par Vlisco. À l'état actuel des choses, le wax se présente donc plus comme une menace pour l'industrie textile africaine. Non pas du fait de ses origines javanaises, mais plutôt du fait que nous produisons une part très faible de notre consommation locale. Mais d'un autre point de vue, il faut reconnaître que la popularité que connaît le wax aujourd'hui est surtout due à son adoption par l'Afrique, où il est le plus porté que nulle part ailleurs. Avec cet important marché africain, le wax pourrait donc être l'une des industries textiles les plus lucratives pour le continent, à condition que nos États parviennent à protéger ce marché local en menant des politiques douanières qui visent à décourager les importations. Cela permettrait de créer davantage d'emplois et de richesses sur toute la chaîne de valeur du tissu, depuis la production du coton par les paysans jusqu'à la conception des modèles par nos créateurs et stylistes les plus talentueux. Et là seulement, nous pourrons véritablement parler d'un wax africain.